Salut à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour notre émission spéciale Biking Man saison 2025. On va aborder ce qui nous attend pour cette saison, les questions que vous vous posez, les secrets préparés par Axel et toute l'organisation et les Race Angels. Bref, on va faire le point sur ce qui vous attend pour toute cette année. Je vous le rappelle, c'est bientôt la reprise de la saison. Il y aura 11 événements cette année, dont 6 en gravel en 555. Et les autres, évidemment, c'est le format 1000 km. On va traverser 3 continents, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique. Et pour parler de tout ça, je vais vous présenter mes invités, même si vous les connaissez déjà, évidemment. Déjà à mes côtés, il y a Axel Carion, le fondateur du Biking Man. Merci Axel d'être avec nous. Merci Cédric, c'est un plaisir. Toujours un plaisir de te retrouver et de parler d'aventure et de vélo. Et à ma droite, il y a Jérôme Armand, fondateur de Radio Cyclo, partenaire du Biking Man que vous connaissez également depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps déjà que tu es avec nous, Jérôme ? Eh bien, je crois qu'on va attaquer la 5e année consécutive de partenariat audiovisuel, on va dire, avec le Biking Man. Ça me fait un plaisir fou de vous retrouver, de retrouver tous nos participants qu'on va retrouver tout au long de la saison. Que le temps passe vite, c'est incroyable. Bon, alors, la saison 2025 a en fait déjà commencé. Il y a eu un événement au Brésil il y a quelques semaines, le 555 Serra Geral. Axel, en guise d'introduction, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette saison 2025 ? Qu'est-ce qui nous attend ? Beaucoup de surprises. Déjà, c'est le Brésil qui a ouvert le bal, puisque ça s'est déroulé fin mars avec le Serra Geral. Magnifique parcours avec les athlètes brésiliens qui se sont bien battus, parce qu'il y a eu André Frost, que tu connais très bien, puisqu'il s'est positionné plusieurs fois sur la tête du podium brésilien. Donc là, ils se sont préchauffés sur ce prologue, et c'est la première fois que ça se déroulait en début de saison, parce que l'année précédente, on avait ouvert avec le Sri Lanka. Donc je suis heureux de voir que les athlètes sud-américains se préparent, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'enjeux avec l'Amérique latine et l'Amérique du Sud qui se préparent pour venir tenter de gagner, bien sûr, le championnat. Ça a commencé au Brésil et nous faisons donc le retour pour la saison en Europe. Avant d'évoquer la suite, un mot aussi sur les partenaires du Biking Man, car il y a eu du changement, l'intersaison, des nouveaux partenaires qui nous ont rejoints. Tu peux nous en dire un mot, Axel ? Déjà, il y a bien sûr Radio Sport et Radio Cyclo, parce que Jérôme nous accompagne sur le dispositif média, parce que comme tu le sais, tu en fais partie. Il y a un gros dispositif média pour pouvoir faire les résumés de courses, les diffuser en temps réel. C'est toute une logistique avec une régie. Et je remercie Jérôme et Fabrice également, qui est à la réalisation aujourd'hui de ce plateau, parce que les gens qui actuellement sont connectés sur YouTube ne se rendent pas compte finalement de tout le matériel qu'il faut et de toute l'organisation. Ça fait partie de ces partenaires majeurs que l'on a, les partenaires globaux. Il y a Radio Sport, donc, Wheelskip qui nous aide depuis quelques années avec le Bike Park, puisqu'on monte des parcs vélos sur chacune des épreuves. Eco est bien sûr le leader français du cyclisme de la tête aux pieds, qui fabrique maintenant depuis 2 ans une gamme spécifique à l'ultra-distance et qui a vraiment conçu des produits qui sont dédiés à cette pratique. Moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, au-delà d'avoir un partenaire majeur de ce type-là, c'est qu'il y a vraiment une appétence pour des marques historiques dans le cyclisme sur l'univers de l'ultra et du voyage à vélo un peu sportif. Owaka, bien sûr, puisqu'il participe au suivi et quelque part à la sécurité de toutes les épreuves du Biking Man. C'est un système de tracking qu'on utilise depuis beaucoup d'années. C'est ce qui permet donc de voir les athlètes en live évoluer sur le parcours 24 heures sur 24. C'est là où on a des milliers de connexions et c'est là où on passe beaucoup de temps connecté pour suivre les participants sur chacune des épreuves. Pour moi, d'un point de vue direction de course avec Vinicius, le directeur de course du Brésil, c'est notre boîte à outils qui permet de suivre tous les participants en temps réel et de coordonner, puisqu'il y a beaucoup de gens sur la route, tu le sais, il y a des marshals, il y a des voitures qui permettent de suivre les coureurs, d'assurer la couverture médiatique de l'épreuve, mais également d'assurer la sécurité de tout un chacun, parce que c'est des épreuves, on le rappelle, d'ultra-distance, engagées, jour et nuit, 24 heures sur 24, sur des parcours qui sont extrêmement difficiles. Après, on a beaucoup de partenaires territoriaux, des communes, des départements qui nous aident depuis plusieurs années, notamment le département des Alpes-Maritimes, pour ne citer que, mais il y a plein de communes également en France et à l'étranger qui se sont associées au Biking Man et qui nous aident, puisque c'est ce qui permet de pouvoir, par exemple, gérer tous les points de contrôle qui ponctuent finalement l'effort de tous ces ultracyclistes. Et enfin, il y a des nouveautés bien sûr pour 2025 avec des partenaires techniques.
Je suis très fier d'annoncer que la marque DT Suisse a rejoint les partenaires techniques. C'est le plus récent, ça. C'est le tout récent, ça a été annoncé tout fraîchement hier, tu l'as vu. Mm. Et je ne suis pas peu fier parce que c'est vraiment une marque historique dans l'univers du vélo, plus de 30 ans d'existence et qui fabrique vraiment des produits exceptionnels et qui commence maintenant à se dédier une partie de son savoir-faire et de recherche et développement sur la partie ultra-distance. Donc c'est un signe également de l'appétence quelque part de ces entreprises à regarder cette discipline qui est en pleine croissance, comme le Biking Man. Ceux qui démarrent dans le vélo, excuse-moi, il faut dire ce que c'est DT Suisse. Ce sont des roues de vélo. C'est des roues de vélo et également des suspensions. Ils sont très connus dans l'univers du VTT, de la route et du gravel. Et ils ont des roues qui permettent de pouvoir faire beaucoup de choses. Moi, pour l'anecdote, j'ai traversé l'Amérique du Sud en 49 jours avec des moyeux DT Suisse et des roues DT Suisse en 2016. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Aucun. Alors, c'est vraiment des... Donc c'est un bon sponsor. C'est un très bon partenaire technique pour les participants parce que ça permet de pouvoir avoir des roues à toute épreuve. Parce qu'il faut le rappeler, c'est des épreuves d'ultra distance. Donc, ce n'est pas des vélos du Tour de France qu'utilisent les participants. C'est plutôt des vélos assez lourds, 14 kg en moyenne, avec des roues renforcées. Et sur des routes accidentées, sur des routes très accidentées, notamment le Brésil, on le verra tout à l'heure. Il faut du matériel résistant. Il faut du matériel ultra résistant. Il y a des gabarits de coureurs qui vont de 60 kg comme moi à plus de 100 kg pour des poids lourds. Il faut également du matériel vélo, roue, qui permet de soutenir tout ce poids et de tenir la distance, puisqu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de mécano, c'est pas du semi-assisté, c'est vraiment un parcours sans assistance, le Biking Man, du départ jusqu'à l'arrivée, tu dois être autonome. Je fais un petit mea culpa, puisque j'ai présenté Axel, j'ai présenté Jérôme, et j'ai oublié de présenter, c'est vrai, Fabrice, qui est à la régie derrière nous. Vous ne le voyez pas, mais c'est grâce à lui que cette émission, techniquement, tient la route. Donc, merci beaucoup, Fabrice. On vient de parler des partenaires. Un mot quand même sur les Race Angels, sur l'organisation, puisqu'il y a les partenaires qui aident techniquement, avec du matériel, avec tout leur savoir-faire. Et il y a également la partie organisation grâce aux Race Angels qu'on connaît, c'est les bénévoles qui aident à la bonne tenue des Biking Man. Vous ne les voyez peut-être pas souvent sur les publications médiatiques et pourtant c'est un élément extrêmement important de l'organisation. Axel, est-ce que tu peux nous dire aussi un mot sur cet esprit qui anime le Biking Man ? Ce sont les Race Angels depuis plusieurs années déjà. Mais ça vient déjà à l'origine de Biking Man. Le nom, beaucoup de gens l'assimilent à Iron Man, alors qu'à l'origine, quand j'ai pensé à ce nom-là, c'était par rapport à Burning Man. Burning Man, qui est cet événement artistique, historique, qui se déroule aux États-Unis et qui rassemble des gens, maintenant c'est des centaines de milliers de personnes, mais ils ont commencé, ils étaient une vingtaine. La notion de Race Angel, elle est associée au cœur des événements. C'est en référence aux Hells Angels, mais c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est de la bienveillance, c'est de la protection, c'est de la sécurité et c'est surtout un cadre, une bulle qu'on offre aux participants. Et c'est toute une troupe maintenant, je suis très fier de les rassembler chaque année, c'est toute une troupe qui suit les épreuves et qui vient d'épreuve en épreuve voir les participants se dépasser et être au contact de ces cyclistes de l'extrême. Et c'est une énergie qui est extraordinaire, parce que sans les bénévoles, sans les Race Angels, le Biking Man n'existerait tout simplement pas. Nous sommes tous des Race Angels, Axel, moi-même ou encore Jérôme. Oui, je me souviens, parce que nous, on fait avec Radio Sport, tu l'as dit tout à l'heure, on fait des interviews sur place de concurrents. Et il y a beaucoup de concurrents qui m'ont toujours dit au micro ou en off, merci les Race Angels. Si vous n'aviez pas été là sur le terrain pour m'encourager sur le bord de la route, au CP, je n'aurais pas terminé ce Biking Man. Donc ça a quand même cette importance, en plus de la sécurité, mais on en parlera tout à l'heure certainement de la sécurité, ça a quand même une importance de cette bienveillance des gens que tu recrutes, qui sont là depuis des années. Il y a des nouveaux, mais qui sont là aussi pour aider. Et vraiment, les concurrents et les nouveaux s'en apercevront, puisqu'il y a des nouveaux qui vont venir cette année, certainement, que ça les pousse et ça leur permet, pour certains, de finir les Biking Man. Viking du Maquis sur notre chat dit merci au Race Angel. On a vu ton message, Viking du Maquis, Viking du vélo peut-être bientôt aussi. Et Frédéric Monet, on a vu ta question, on va en parler juste après. Justement, on va enchaîner. On va parler maintenant de choses beaucoup plus concrètes qui vous intéressent peut-être, vous qui êtes inscrit au Biking Man. On va parler des nouveautés de la saison 2025. J'en profite justement pour vous rappeler que le chat est ouvert sur la vidéo que vous voyez. Vous pouvez interagir avec nous, vous poser vos questions. Évidemment, n'hésitez surtout pas, car c'est un événement interactif. On est là pour vous présenter le parcours, mais évidemment que vous pouvez interagir avec nous. On va essayer de relayer vos questions, d'essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Donc, les nouveautés de 2025, Biking Man. Axel, quelles sont ces nouveautés ? Il y a eu des petites modifications, si j'ai bien compris, dans la réglementation.
Exactement. On a modifié le cadre des 555, c'est-à-dire qu'on a ajouté quelques heures sur le temps limite des parcours, parce que très souvent, les personnes qui sont engagées sur le half, le 500, comme on l'appelle, pensent que le 555 Biking Man est plus facile qu'un 1000, alors qu'en fait, c'est aussi difficile, même si c'est plus court. Donc actuellement, à partir de 2025, les épreuves 555 vont avoir 60 heures de temps limite au lieu de 55 heures. Et surtout, on va faire des départs en matinée, là où avant on partait en milieu de journée, ce qui va permettre notamment pour les personnes qui viennent sur ce format qui est généralement à variante gravel, mais de pouvoir s'initier à la longue distance sur ce format gravel et de disposer de 3 jours, parce que généralement les épreuves partent le vendredi, pour terminer jusqu'à dimanche. Donc cette nouveauté de règlement, effectivement, on l'a modifié et changé en tenant compte des commentaires de la communauté qu'on a pu avoir, des gens qui ont participé, qui se sont dit, punaise, le 500 c'est du solide, c'est une bonne formation pour le 1000, mais il ne faut pas dire que c'est plus facile. Donc 2 bonnes nouvelles, un temps plus long et un départ en matinée pour avoir une première journée plus longue aussi pour pédaler. Oui, et puis pour les fonds de peloton, pour les fonds de grille, les finishers qui terminent vraiment juste avant le temps limite de l'épreuve, ça leur permet également de pouvoir profiter toute la journée des paysages, de pouvoir voir 2 jours diurnes la totalité des parcours, puisqu'il y a beaucoup d'ingrédients, c'est des parcours qui sont extrêmement riches, en particulier sur le gravel. Ça leur permet de pouvoir profiter de 6 heures d'ensoleillement en plus sur chacune des épreuves. Donc le 555, on rappelle la règle, c'est 550 km environ le parcours. 500. 500. C'est 500 km. Au départ, c'était 500 km pour 55 heures. Maintenant, on a 500 bornes qu'il faut compléter en 60 heures. Voilà. Avec entre 8000 à 12 000 mètres de dénivelé positif. Ce qui correspond à chaque fois à peu près à la moitié en dénivelé d'un format 1000. Tout à fait. Mais il y a la variante gravel qui vient ajouter quand même pas mal de difficultés. Il faut le dire pour la communauté qui nous écoute et les gens qui pourraient découvrir ce live plus tard, la notion de gravel, elle implique une progression qui est plus lente. On est plus lent sur le vélo et mentalement, c'est très dur. Parce qu'aller plus lentement sur le vélo quand on est habitué à faire du vélo de route, par exemple, c'est très très dur de se dire comment est-ce que je fais pour arriver à supporter une journée où je fais du 17 de moyenne, 16, voire 15. Parce que le défi est là, mais mentalement, c'est beaucoup plus difficile que de se faire prendre quelque part par l'ivresse de la vitesse quand on est sur un vélo de route. Et avec une fatigue physique en plus un peu plus accentuée probablement. Alors Jérémy nous dit bravo pour les départs du matin. Il va dans ton sens. Tu as expliqué pourquoi c'était plus intéressant. Le gravel, donc sur les 555. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent par le 555 pour se dire je vais me mettre en jambes, je vais voir comment c'est un Biking Man, ou la majorité va directement sur les 1000? Ça dépend des profils de gens, ça, il y a les deux. À la fois, il y a des personnes qui vont directement dans le grand bain et qui se disent « Allez, je saute sur le 1000 ». Et on va le voir quand on va détailler les parcours. Il y a plusieurs typologies de 1000 km. Il y a les formats 100% route et après les formats extrêmes, comme le Brésil, qui sont, tu l'as vu Cédric, parce que tu as participé, très engagés en termes de gravel, de technicité, de conditions climatiques. Donc tous les 1000 ne sont pas à mettre dans le même panier sur la série 2025. En revanche, il y a quelques personnes qui effectivement prennent le 500 comme une entrée en matière. Parce que quoi qu'il arrive, ça reste beaucoup plus facile puisque ça se termine en 2 jours, 2 jours et demi maximum d'effort. Là où le 1000, les premiers terminent en 48 heures. Donc pour un dernier, c'est quoi qu'il arrive au moins 4 jours d'épreuve ou 5 jours d'effort. Donc il y a eu une nouveauté concernant le règlement. Il y a aussi des nouveaux parcours cette année en 2025, Axel. Donc 555 sur toutes les épreuves, ça c'est une nouveauté déjà. C'est une nouveauté, donc on a pour le plus grand plaisir des Corses et puis des yeux des gens qui veulent explorer la Corse, on a un 555 en Corse maintenant, donc on vient inaugurer la première épreuve gravel longue distance de l'île avec une traversée, on le verra tout à l'heure en détaillant le parcours. Il y a le Maroc également qui se dote d'un 500 km autour de Marrakech qui est exceptionnel, on va voir tout à l'heure les ingrédients qu'on a préparés. Donc effectivement maintenant sur chaque épreuve on a un 1000 bornes et un half avec un 500 km gravel. Voilà, pour tous les goûts et toutes les couleurs et tous ceux qui veulent se faire plaisir en fonction des formats. Frédéric Monet, d'ailleurs, un habitué du Biking Man, on te salue Frédéric, nous dit pour enchaîner un 1000 puis un 555, puisque les 555 viennent toujours après un 1000, il faudra accélérer pour finir le 1000 à temps et être prêt pour le départ du 555. Alors on en a eu l'année dernière déjà, c'est-à-dire que c'est vrai que les parcours... Tu as enchaîné les 2 événements. Oui. Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait l'année dernière, notamment Sylvain Urveiller, que je salue puisqu'il est de ma région. On habite dans le même endroit, dans les Préalpes d'Azur. Il a enchaîné l'année dernière les Alpes-Maritimes ainsi que le 555 des Alpes-Maritimes. Donc il y a des gens effectivement qui choisissent directement la double dose.
Ils prennent le 1000 km, ils terminent en 3 jours, ils prennent une journée de repos et après ils s'engagent sur le 500 pour une épreuve gravel. Et au global, ça leur fait une semaine de voyage à vélo ultra avec 1500 km. Et pour les gens qui nous écoutent, qui sont des cyclistes chevronnés, entre 30 000 et 40 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est l'équivalent du Tour de France en termes de dénivelé, grignoté en une semaine. Bon, là c'est Biking Man au premier degré, hein. C'est rouler, rouler, rouler. Donc ça, c'est une des nouveautés, donc un 555 sur toutes les épreuves. Et la nouveauté de cette année, c'est le calendrier, puisque ça se terminera avec la toute dernière épreuve au Brésil. Et oui, alors là, je salue et j'encourage et je félicite bien sûr notre directeur de course Vinicius, qui œuvre depuis plusieurs années maintenant, depuis 2020, à l'organisation du Biking Man et faire grandir la communauté sud-américaine, puisque les gens qui me connaissent savent que j'ai un amour très particulier pour l'Amérique du Sud. Donc c'est lui qui s'occupe de la direction de course là-bas. Et ça fait quelques années qu'il souhaitait qu'on clôture l'épreuve et le championnat avec le Brésil. Alors on l'avait fait. On a commencé au Brésil et on terminera là-bas. Là, c'est vrai qu'on commence et on termine. On avait juste terminé à l'époque où c'était Bertrand Berger qui avait remporté le championnat. Tu te souviens, on était ensemble sur cette finale. Là, il voulait qu'on ait à la fois le prologue et la finale. Parce qu'en même temps, le but du Biking Man, c'est de pouvoir rassembler des athlètes un peu du monde entier. Et en Amérique du Sud, il y a vraiment des athlètes de très, très haut niveau, parce que le cadre d'entraînement est totalement délirant, quoi. C'est un cadre... C'est des choses qui n'existent pas en Europe. Au niveau géographie, au niveau conditions climatiques, au niveau des conditions d'entraînement, c'est vraiment des terrains qui sont très difficiles. Et ça leur donne quelque part des ressources que j'ai hâte, moi, de voir confrontées aux ressources des athlètes européens, qui se sont emparés généralement du titre du Biking Man depuis tant d'années. Et à l'inverse, il y a des Sud-Américains qui viennent sur les épreuves européennes ou Bonne africaines. question. Tout à fait. Cette année, le prologue déjà a été remporté par André Freuch, comme je le disais tout à l'heure. André est engagé sur l'Afrique, sur le Maroc. Donc il vient clairement dans une stratégie de gagner des points. Il s'engage sur toutes les épreuves du Brésil. Il se place sur le Maroc. Et à mon avis, en fonction de son placement qu'il va avoir fin mai, il va peut-être essayer de sécuriser une épreuve européenne pour être en lice sur la tête du championnat. Un candidat au titre, André Freuch, qui a déjà gagné le format 1000, qui a déjà gagné le 555 au Brésil et qui va donc faire sa première épreuve en dehors du Brésil, et en l'occurrence, ça sera au Maroc. Et je propose d'enchaîner maintenant pour parler de choses encore plus concrètes qui vous intéressera si vous êtes inscrit. Et là, c'est le moment où vous pouvez nous abreuver de vos questions, puisqu'on va parler des parcours les uns après les autres. Donc, on avait commencé par le 555 Gérald, donc il y a quelques semaines, au mois de mars, remporté par André Freuch, tu viens de le dire. Axel, quel est le bilan qu'on peut faire déjà de cette première épreuve ? Que les Brésiliens se préparent d'une manière extraordinaire, puisqu'on a un taux de finisher qui est de plus en plus élevé. Donc, ils se préparent de mieux en mieux. Ils viennent avec des machines de plus en plus légères. Ça, c'est clairement le premier point. Le deuxième, les enjeux de chronomètre et de tenter quelque part de remporter ce titre gagnent en importance au Brésil, parce qu'il y a des athlètes de toutes les régions du Brésil qui viennent, entre guillemets, se tirer la bourre pour essayer de se placer sur cette épreuve. Et également aller se placer sur une épreuve soit en Afrique avec le Maroc, soit en Europe. Donc il y a clairement un niveau qui monte, du matériel, une technicité qui progresse. Ils sont en train de se former en fait, puisque, faut le rappeler, nous, le Biking Man, ça fait 9 ans qu'on organise des épreuves. Les toutes premières épreuves qu'on a organisées en Amérique du Sud, au Pérou, il y avait très très peu de Sud-Américains. Aujourd'hui, sur Serra Gérald, le prologue, ils étaient 115. Donc il y a clairement un engouement qui est extraordinaire. Croissant depuis des années. Avec un niveau qui monte. Là, vous voyez le parcours sur l'écran, c'est on peut dire dans la région sud-est du Brésil. Oui, alors si tu veux que je précise, puisque tu connais aussi le parcours, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Tu l'as même fait en vélo. Dans mes rêves, je l'ai fait à vélo. Jérôme, il connaît on était à 50% de gravel, donc ça c'est important, le 555. C'est toutes les parties hachurées qu'on voit sur la carte. Une partie hachurée en blanc. Exactement. Si on l'agrandissait, on était en gravel. On est effectivement dans le sud du Brésil, pas très loin de la frontière de l'Uruguay. On est dans une zone de foot là, plus que de vélo. On dit, enfin moi j'ai regardé, j'ai suivi sur Insta et le reste, et toi tu l'avais dit Axel que toute cette région, c'est un petit peu le Vercors du brésilien, parce qu'on monte. Au tout départ, on avait une grande montée. Après, on est sur un grand plateau, et c'est ce plateau qui ressemble au Vercors dans ce que tu m'as dit. 115 participants. Vous voyez. La grande montée, c'est les images que vous voyez. Là, c'est Rio do Rastro. Au tout début de l'épreuve. C'est effectivement cette montée qui permet de partir de l'océan et de monter sur ce fameux plateau. Alors, je le compare, le Vercors du Brésil, c'est
c'est un grand mot, mais effectivement, ça donne cette impression-là quand on pénètre sur les hauts plateaux. Et on le voyait tout à l'heure sur le profil d'élévation. Une fois qu'on est sur le plateau, on descend quasiment rarement en dessous de 1000 mètres d'altitude. Ouais. Et du coup, beaucoup de végétation, beaucoup d'ombre. Comment ça se passe où on est complètement sous le cagnard? On voit pas mal d'eau, de cascades, de rivières, peut-être d'étangs. On est dans une zone qui est un petit peu humide quand même Alors c'est une zone tropicale, il y a beaucoup d'eau. L'eau au Brésil, ça ne fait qu'un. Et la particularité de ce 555 Serra Geral, s'il y a un élément qui me vient en tête, c'est les forêts d'Araucaria notamment. Ces grands arbres, que l'on voit. Ces arbres géants que l'on voit et qui peuple quelque part ces hauts plateaux. Ça a un côté Aubrac aussi pour les Français qui nous écoutent, c'est-à-dire des grands plateaux à perte de vue avec des canyons qui sont vertigineux. C'est une région qui est très particulière parce que pour avoir eu la chance de faire la reconnaissance du parcours, d'ailleurs on était ensemble, Cédric, tu te souviens? Ah ouais, je m'en souviens très bien. C'est vraiment un endroit. Je visualise ce que tu dis. On est c'est un pays dans le pays, quoi. C'est-à-dire que quand on connaît une autre région du Brésil, on a l'impression d'être dans un endroit totalement différent. On est transporté sur un plateau. Puis c'est très agricole. Il y a beaucoup de culture agricole. Il y a un côté un peu trappeur, c'est-à-dire que c'est des villages du bout du monde. Ça m'a rappelé également la Patagonie, parce que c'est des villages très sommaires, très simples, avec des gens qui sont agréables. Et entre les villages, des énormes étendues. Et ces pistes, puisque le gravel, son principe, c'est de pouvoir à la fois explorer des routes et des pistes, eh bien, sont liées notamment à l'exploitation agricole qui est importante dans cette région. C'est les pistes rouges que vous avez vues il y a quelques secondes sur les images. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Hein. Tu parlais de l'ombre tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que on a forcément tous une image du Brésil dans nos têtes, même si vous n'avez pas fait forcément de vélo. On imagine les plages, Copacabana et tout. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on imagine du Brésil. Du coup, c'est aussi intéressant parce que vous découvrez une partie, si vous y allez, du Brésil que vous ne soupçonnez absolument pas, mais qui est néanmoins magnifique avec l'accueil des Brésiliens. Ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller juste pour du tourisme. Déjà, c'est vraiment génial. Donc, le 555 Serra Geral, c'est fini. Prochaine étape, prochain grand rendez-vous, la Corse. Donc c'est le 25 mai, le départ du 1000 km, qui sera enchaîné ensuite avec le 555. Alors toi qui as étudié le parcours, Jérôme, contrôle surprise. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Corse? Je peux vous dire plein de choses. Le parcours, il est à l'écran. C'est un parcours qui ne change pas de sens par rapport à l'an dernier. Je rappelle que l'an dernier, il avait changé de sens. Hein. On partait vers le bas et on remontait Cap Corse, on terminait avec le Cap Corse. Donc ça a changé l'an dernier. Et pour la deuxième année, on garde le même parcours. Alors, il y a 3 CP. Hein. Bon, il faut le dire, au niveau de la récupération, au niveau de manger, au niveau de dormir. Ça, c'est la sécurité. Il faut insister. On va passer à peu de choses près, beaucoup plus que 12 cols, mais il y a 12 cols emblématiques. Hein. Emblématiques, parce que quand je vois les pics, ça fait plus que 12, hein, les petites dents là. Il y en a beaucoup plus. Ouais. Enfin, il y en a peut-être beaucoup plus. En tout cas, il y en a 12 emblématiques. C'est la montagne dans la mer. Je le dis dans le désordre, hein, le col de la Bataille, le col de Vergio, pour ceux qui ont déjà été, les aiguilles de Bavel, après avoir passé le col l'Hospedal, pour ceux qui n'y ont pas été. Qu'est-ce qu'on a? On a les calanques de Piana, évidemment. Donc ça, on les a plutôt vers le départ, hein, après avoir terminé le Cap Corse, Saint-Florent, etc. On passe à Zonza. Zonza, c'est plutôt sympa. Enfin, toujours des beaux paysages. Et on passe dans ce qu'on appelle le PNR, le parc naturel régional, qui est protégé d'ailleurs, et qui permet de pas faire n'importe quoi, mais en ouvrant les yeux, d'avoir des images inimaginables, ces paysages. D'ailleurs, tous ceux qui font la Corse et qui le feront cette année, qui ne l'ont pas encore fait, reviennent avec des images plein les yeux de paysages merveilleux. Ah bah, rien qu'en voyant les images, on y est déjà là. Axel, qu'est-ce que tu as voulu ajouter un petit peu, changer un petit peu sur le parcours de la Corse cette année, puisque ça fait très longtemps que le Biking-Man y va, donc j'imagine que c'est assez difficile de se renouveler aussi. C'est l'épreuve historique, donc c'est un parcours qui est en gestation depuis 2017, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé finalement de l'améliorer. Et je fais un clin d'œil à mon ami Anthony Durian qui nous a beaucoup aidé à tracer ce parcours et à l'améliorer. Et c'est un passionné de vélo, il a participé, il a gagné d'ailleurs le Biking-Man Corsica. Mais c'est un parcours qui évolue chaque année. Là, cette année, il y a une petite nouveauté quand même dans le pays ajaccien. J'en dis pas plus, mais pour celles et ceux qui ont déjà participé l'année dernière, on passe par un endroit qui est extraordinaire. Après le checkpoint de Véro, qui est le checkpoint numéro 2. Mais la Corse, même si on revient quelque part sur un parcours qui a un peu les mêmes ingrédients, c'est impossible de se lasser de cet endroit, puisque c'est
C'est une île qui est tellement extraordinaire à vélo et le parcours, et je dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons construit, il est exceptionnel. C'est-à-dire que du point Je confirme, et je l'ai au pas point construit. 1000, il n'y a pas 1 kilomètre qui n'est pas extraordinaire sur cette île. Et tout le réseau secondaire, parce que la Corse est ramifiée de plein de routes secondaires que les gens qui nous écoutent connaissent, assez étroites, dans les villages, enfin, elle connecte les villages de montagne. C'est le paradis du vélo, en fait, parce qu'il y a très très peu de trafic, il y a très peu de personnes en voiture. Par contre, vous avez une immersion possible sur des axes routiers qui sont globalement en bon état, avec bien sûr le caractère pittoresque de la Corse et des villages reculés, c'est son architecture et sa gastronomie. Donc c'est vraiment une terre de vélo qui est extraordinaire. Moi, j'ai déjà fait le tour 4 fois. Et je m'en lasse pas à chaque fois que j'y vais, parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Et c'est ce qu'on a également répété cette année par rapport au parcours de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on avait eu depuis plusieurs années des gens qui nous disaient mais je ne vois jamais le Cap Corse de jour, parce que je passe souvent de nuit. Le fait d'avoir inversé le parcours, ça permet aux gens de pouvoir profiter de cet écrin extraordinaire du Cap au départ de l'épreuve pour pouvoir sacrifier quelque part la fin de l'épreuve Et qui généralement se termine de nuit. démarrer tranquillement Et au niveau démarrer du tranquillement. dénivelé. Hein. Voilà, Oui. tout à fait. Jusqu'au col de bataille, où là, les choses sérieuses démarrent. Ah oui. C'est après Il le y a, col de il y a bataille. un qu'il faut ami le qui nous dit là d'ailleurs, oh le col de la bataille, seul col où j'ai hésité à mettre pied à terre. Je voudrais quand même insister aussi. Le tu Viking parles- du Maquis. Le Viking du J'adore son nom. Maquis. Tu sais, tu parles des villages, etc. Je voudrais qu'on parle en 10 secondes de l'accueil des habitants de la Corse, parce qu'on se dit toujours, on a toujours cette image qui est un peu trompeuse du Corse qui t'accueille à coups de fusil. C'est pas vrai. Tous les concurrents avec qui on a parlé disant, ben, moi on m'a offert le gîte, on m'a offert le couvert. Les habitants, il suffit d'aller taper à une porte, ils sont très accueillants. Et ça c'est important. Alors en gros c'est aussi dans tous les Bikingman, mais les habitants corse, vous serez toujours bien accueillis. Il y a une particularité, tu as raison, et je pense qu'elle est liée également à l'approche. C'est-à-dire le fait de se déplacer à vélo, de savoir, parce que maintenant les villages nous connaissent, on a 3 points de contrôle, D'aller dans Olmicapel, des endroits isolés aussi. Véro et Zicavo. Ils nous connaissent tous. Et quand on passe, maintenant on est attendu, c'est-à-dire qu'on reçoit également des courriels pour qu'ils connaissent les dates et que quelque part les commerçants puissent se préparer. Il y a des valeurs également qui matchent entre l'événement Bikingman et la Corse, parce que quand vous arrivez à vélo dans un village et que vous avez grignoté 15 000 mètres de dénivelé positif avec toute la rigueur et la difficulté que comportent les montagnes corses, parce que c'est un relief extrêmement exigeant à vélo, il faut le rappeler, hein, c'est une île paradisiaque, mais à vélo elle coûte très cher, c'est très compliqué. Physiquement, aller en Corse, c'est pas facile, et les Corses respectent beaucoup ça, parce qu'en règle générale, quand ils vous voient arriver avec des sacoches, avec un vélo qui fait 14 kilos de matériel au bout de votre effort, vous êtes systématiquement aidé. Donc il y a des valeurs qui matchent, et clairement c'est un territoire qu'on a beaucoup de plaisir à explorer et retourner chaque année, parce que chaque année ça devient de plus en plus dingue en termes d'expérience. Il y a de plus en plus de commerçants qui ouvrent même spécifiquement pour l'épreuve, parce qu'on parle dimanche. Donc, ils se préparent également à recevoir les cyclistes et quelque part à pouvoir les ravitailler sur le parcours pour les encourager. C'est une expérience qu'on peut avoir qui sort du cadre touristique, puisque l'image que j'imagine beaucoup de gens ont de la Corse, c'est dans un contexte touristique. Là, avec le Bikingman, on va dans des régions isolées, à la rencontre d'habitants qui vont passer très peu de touristes ou très peu de voyageurs en condition du vélo. Donc, j'imagine que ça change aussi le rapport et que l'image qu'on peut se faire du Corse ou de la Corse est totalement brisée. Puisque c'est ce que tu rappelles, les les Corses voient arriver des gens en vélo après avoir fait d'école, en veux-tu en voilà, à n'importe quelle heure de la nuit. Donc forcément, il y a un rapport d'entrée qui change un petit peu aussi, et qui peut expliquer cette perception qui est différente entre les touristes et les participants du Bikingman qui vont casser cette image qu'on évoquait tout à l'heure. D'ailleurs, on va encourager tous les participants qui sont engagés sur la Corse à ne pas partager la trace et la garder pour eux, entre amis cyclistes, c'est pour une pas qu'il y ait pépite. trop de monde, parce que c'est une pépite et que un peu plus de 80% du parcours est inconnu pour la majorité des gens qui vont habituellement en Corse pour faire du tourisme. Parce que c'est des régions très isolées, c'est des villages difficiles d'accès, mais c'est ça également la beauté de la Corse, parce qu'on a l'impression de, encore une fois, traverser plusieurs pays sur un parcours qui fait 1000 km. Pour les gens, 1000 bornes en Corse, quand on discute parfois même avec les Corses, ils disent mais par où vous passez pour arriver à faire 1000 bornes? Alors qu'au final, c'est pas très compliqué. On pourrait faire beaucoup plus long encore. Mais c'est un territoire qui est vraiment prodigieux. Question du chat. J'ai envie de la poser celle-là parce qu'elle me fait un petit peu rire. C'est C'est de Lauriane Placet. Question, est-ce qu'il y aura Jalabert cette année? Il faut lui demander. Il faut lui demander. Il est inscrit, alors on parle.
À l'heure où on parle, non. Alors, il faut dire qu'il a ouvert un gîte, je ne sais plus où, dans sa région, et qu'il est bien occupé, en plus du Tour de France. Mais si tu parles de Lauriane Placé, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que Lauriane Placé sera là ?» Il suffit de lui demander. C'est Stéphane Martin. Nous n'avons pas la réponse. On n'a pas la réponse, donc Lauriane, puisque tu nous suis, écris la réponse dans le chat pour nos amis, puisqu'ils sont tous très impatients. Et puis on va proposer un duel au Maroc entre Lauriane et Jaja. Voilà, la revanche. Mais oui. Pour qu'il y ait une belle revanche. Alors juste, puisqu'on défile, tant qu'on n'a pas déroulé sur tous les parcours, on ne peut pas répondre à ça, mais on garde la question pour la fin. Est-ce qu'il y aura un retour en Euskadi? Est-ce qu'il y aura un jour un Bike in Man en Espagne? Mais je te laisse ça pour la fin, puisqu'on n'a pas dévoilé tous les parcours. Euskadi pas en 2025. En 2025. Si vous êtes bien informés. On parle en 2026. Espagne, on verra, ouais. 2026, c'est pour la fin. Donc restez avec nous, vous aurez la réponse à cette question Bike in Man Espagne à la fin. Dernière question sur la Corse, pour rappeler l'organisation, puisqu'on a, je l'avais tout à l'heure, bref, est-ce que tu peux nous rappeler le départ du Bike in Man Corsica, à quelle heure et quel jour? Alors, j'ai vu passer cette question. C'est Jean-Philippe Martin, tout simplement. Eh ben Jean-Philippe, salut Jean-Philippe, ça va? C'est un départ le dimanche et ça sera en fin de matinée pour le 1000 km. C'est le 500 qui partira le vendredi de la semaine suivante, donc vendredi matin. Dimanche 25 mai, vendredi 25 mai, non, dimanche. Oh là, voilà. Dimanche 25 mai, départ du 1000 km de Corse. Voilà. Eh bien, je vous propose d'enchaîner avec le parcours, parce que le temps passe. Après la Corse, le 1000 km, le 555, où il y aura plus de gravel, on l'a dit, ça sera le Bike in Man Alpes-Maritimes. Alors le 555, on n'en a pas trop parlé, je le dis quand même, il partira du bas jusqu'en haut, du sud jusqu'au nord. On part de Porto Vecchio, on arrive à Biguglia. C'est la carte, c'est le parcours que vous voyez. Donc, il a changé le parcours. Merci Fabrice. On arrive à Biguglia, au camping San Damiano. Du sud au nord, au camping San Damiano entièrement refait. 20% de gravel, 2 CP évidemment. Le point principal, c'est le col de Verdé. Les athlètes par les pistes. Attention, voilà, c'est une piste gravel. On aura, je l'ai dit, 20% de gravel. Et c'est une superbe traversée. Je remercie d'ailleurs Clémence qui doit être en train de nous écouter et qui nous aide pour l'organisation de cette épreuve, d'Ayoba Clem, qui va gérer le départ sur Porto Vecchio et suivre les participants de cette épreuve 500. C'est la première manifestation longue distance gravel de l'île et je suis très heureux qu'elle nous ait convaincus de faire une traversée, puisque le but de cette traversée gravel, c'est bien sûr d'initier des participants qui souhaiteraient explorer la Corse en gravel sur une traversée de 500 bornes, qui est pareil, prodigieuse, parce que ça permet de pouvoir clairement s'immerger dans le maquis avec des ingrédients qui sont un tout petit peu différents du 1000 km, parce que traverser un territoire, ça apporte des ingrédients qui sont un petit peu différents que d'en faire le tour. On voit autre chose, et c'est une épreuve dont j'ai fait la reconnaissance avec Clémence il y a quelques mois déjà, qui est spectaculaire. Jean-Philippe Martin nous dit « On pourra faire la grasse mat, merci ». Vous avez parlé du 1000. Tout à fait, il pourra faire la grasse matinée avant de pouvoir passer une très longue journée, une longue nuit. Qui font des grasses mat avant le départ du 1000. Ça pique moins qu'un départ à 5h du matin. Oui. Parce qu'on le rappelle, avant on partait à 5h du matin. Avant on partait à 5h du matin. Cédric a perdu quelques neurones avec moi à partir à 5h du matin parce qu'il fallait se lever très très tôt. Mais là c'est sûr que pour les participants du 1000, ça leur laisse le temps de pouvoir se lever au camping. Tranquille. Du San Damiano, tranquillement au bord de la mer Méditerranée avant de s'élancer sur un parcours de 1000 bornes. Allez, on enchaîne. Après la Corse, ça sera le Bike in Man Alpes-Maritimes, départ le 22 juin pour le 1000 km. Donc, Jérôme, tu vas nous faire une petite présentation de ce parcours Bike in Man Alpes-Maritimes. Alors, il me semblait qu'il y avait un 555 au milieu. Vous voulez d'abord parler du Brésil? On retourne au Brésil. On retourne au Brésil. Non, mais si on les fait en ordre chronologique, le Brésil, c'est Brésil. Le Mantiqueira, comment on dit? La montagne qui pleure. La montagne qui pleure. 50% gravel. Ouh là 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 là. C'est une région historique du 1000, parce que le 1000 passait auparavant, le parcours a changé, il passait par là. Tout à fait. Là, on est dans la région de Sao Paulo. Du coup, comme on n'a pas les mêmes participants, c'est pour ça qu'on l'avait un petit peu oublié, il est en même temps que le Corsica sur le même week-end. Et oui, parce que le principe du Biking Man, c'est qu'il y a une série avec des points et que le but, c'est que vous puissiez remporter le titre. Et pour que ce soit équitable pour tous les athlètes sud-américains qui, pour quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas forcément faire le déplacement en Corse, eh bien, il y a une épreuve également 500, d'où le Mantiqueira qui leur permet également de marquer des points et qui est une épreuve dantesque puisque c'est sur les traces du 1000 bornes qu'on a fait pendant plus de 3 ans et que tu connais très bien, Cédric. Bien sûr, je regardais les villes, ça me rappelait des souvenirs. On a eu des conditions particulièrement brutales. Mantiqueira, c'est la montagne qui pleure littéralement et elle pleure parce qu'il y a beaucoup d'eau, ça prend beaucoup de précipitations
et la technicité du gravel là-bas, pour la guerre. Ouais, il faut être équipé. C'est vraiment une expérience gravel qui est hors du commun et exceptionnelle. C'est compliqué d'ailleurs de la comprendre pour un Européen, mais c'est vraiment un lieu. Si vous voulez acquérir une expérience particulière en gravel et revenir avec un bouclier, c'est celle-ci. Je reprends une de tes citations. C'est pas l'Amazonie, mais pour les Européens, ça y ressemble. Exactement. Oui, parce qu'il traverse la forêt, la Mata Atlantica, donc la forêt qui est plus dense encore que la forêt amazonienne. Elle n'est pas dangereuse. Parce que je rappelle qu'on avait eu des questions l'an dernier Qu'est-ce qu'on appelle dangereux? Non, mais avec des animaux sauvages, etc. Parce que rappelez-vous l'an dernier, au même endroit, quand on débriefait, on briefait avant saison cette émission-là, on parlait du Sri Lanka, etc. Et des gens disaient, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Etc. Donc, Non, sur le Brésil, le danger, c'est plus la technicité des conditions climatiques dans lesquelles les personnes sont immergées. Donc il faut une machine, en termes de vélo gravel, avec des pneus larges, parfois avec des suspensions très confortables pour pouvoir passer partout, et puis surtout de la technicité sur le textile. Parce qu'en fonction, il peut faire très chaud la journée, 30, 35, 40 degrés, et la nuit, il peut pleuvoir avec des températures qui chutent. Donc il faut être bien équipé techniquement et avoir des pneus très larges. La faune et la flore, aucun danger au Brésil. On l'a fait suffisamment de fois, aucune surprise. Ça me fait penser, puisque tu parlais du classement, je vous le rappelle, on parle beaucoup d'aventure, etc. Le Bikingman, c'est une compétition. Chaque fois que vous finissez une épreuve, vous marquez des points. Et à la fin de la saison, il y a un classement général. Donc évidemment, mieux vous êtes classé, plus vous marquez de points. Mais c'est un rappel aussi pour vous dire que c'est très important, si vous avez envie d'avoir une place honorifique au classement, si vous ne jouez pas forcément la victoire, de terminer l'épreuve dans les temps, puisque vous marquerez ainsi des points. Donc il y avait le 555 Brésil en même temps que le 555 Corse. Tout à fait. Et une fois que ces deux épreuves sont passées, on enchaîne avec le parcours du Bikingman Alpes-Maritimes. Donc le départ, c'est le 22 juin prochain. Et vous voyez le parcours apparaître à l'écran. Jérôme, à toi. Alors on part et on arrive, si on peut, et on doit y arriver, de Valberg, dans les Alpes-Maritimes, une belle station, j'allais dire balnéaire, non, elle est à 2 heures de Nice en voiture, elle n'est pas très loin en kilométrage. On attaque fort, quand on part de Valberg sur cette Alpes-Maritime, on repart. On est à la maison, Jérôme. Moi, on est à la maison, il connaît, c'est sa terre de jeu. Donc départ depuis Valberg. Départ depuis Valberg. Comme l'année dernière. On s'en va vers le nord, on va se taper la Bonnette, la Couillole, le Caillol. C'est des étapes où il y a eu des arrivées de Tour de France l'an dernier d'ailleurs. La première étape, elle pourrait pas lire n'importe quel cyclosportif. Et du Paris-Nice. C'est une étape de rêve d'un cyclosportif, parce qu'on fait Valberg, Caillol, Bonnette, Couillol. Donc il y a 200 bornes avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif. C'est les deux grosses bosses qu'on voit sur le parcours dès le début. C'est les deux grands pics que l'on voit sur le parcours. Après, et qui sont des mythes. Il faut le rappeler pour les gens qui nous écoutent. Gravir la cime de la Bonnette, c'est extraordinaire. Caillol, c'est pareil, c'est un mythe extraordinaire des Alpes-Maritimes. Et Couillol, redoutable. Donc la première étape, elle est vraiment... Donc voilà, première étape, ça monte. On redescend gentiment. Alors au hasard, on va passer à Tanneron, le massif de Tanneron, qui quand on y passe en février, il n'y en aura pas là. Et c'est la route du Mimosa. On verra les arbres verts, mais on ne verra pas les petites fleurs jaunes. D'ailleurs, ça donne de l'allergie parfois, donc il vaut mieux. On va passer ensuite dans la route des vins. On attaque le Var. On va passer dans la route des vins. Ça, c'est la grosse nouveauté de 2025. Voilà, c'est la grosse nouveauté. Alors, c'est plutôt le Haut-Var. Je ne sais pas si le tour professionnel du Haut-Var passait par là, mais on va voir des villages magnifiques comme Tourtour, comme Flyosque, comme Salerne, où on fait les fameux carrelages. On revient ensuite sur la mer, donc par le Haut-Var, peut-être en passant par Draguignan ou pas loin. On arrive à Fréjus sur les parcours du Roc d'Azur, que beaucoup connaissent, qui était plutôt VTT, mais maintenant qui se tourne aussi un petit peu vers le gravel. Donc certains d'entre vous connaîtront les Préalpes d'Azur. On va jusqu'à Menton. On va aller chercher les citrons. On va chercher des citrons. Il y a la fête du citron chaque année en février ou mars à Menton avec des défilés magnifiques. Et on remonte. Alors pareil, là on reprend un petit peu de montée après. Alors là, Menton. le final, il est le digne d'Armstrong. Le final pour arriver à Valberg. Avec le col de Turini, la Madone. C'est du rallye de Monte-Carlo. La Madone de Paye. Oui, c'est des routes très célèbres du rallye de Monte-Carlo et le col Saint-Martin avec le grand final sur Valberg. C'est vraiment une étape de montagne. C'est les 4 grands pics que l'on voit sur la fin, là, c'est des joyaux. Sur le parcours, il y avait la petite pause du milieu, là, puis je voyais que des pics à la fin. Exactement. Mais globalement, c'est comme ça qu'ils se décomposent les Alpes-Maritimes, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce parcours, et je fais un clin d'œil d'ailleurs à Denis qui m'a donné un coup de main sur la partie varoise. C'est une étape de montagne sur les 200 premiers kilomètres pour aller proposer aux participants les mythes, et qui sont des cols de rêve pour les gens qui ont la chance de venir sur cette épreuve.
une respiration varoise avec la route des vins, mais qui n'est pas du tout, loin de là, plus facile que le reste, puisqu'il peut y avoir du vent. On est toujours en prise dans le Var, généralement. Et après, quand on rebascule sur les Alpes-Maritimes, on passe par les Préalpes d'Azur, où j'étais d'ailleurs encore il y a quelques jours, qui est un territoire vertigineux, avec des clus, des canyons, pour terminer par un final de grimpeur comme je l'aime. Ça, c'est vraiment un final. J'aimerais beaucoup être sur l'épreuve au départ, parce que juste pour la fin, j'aimerais le faire dans cet enchaînement, puisque c'est ce type d'épreuve, on le rappelle, c'est également un cadeau que vous vous offrez quand vous faites ce type de parcours, puisque personne sur des millions de cyclistes se consacre autant d'énergie sur un parcours aussi condensé avec autant d'ascensions mythiques. Et le parcours, on l'a travaillé vraiment aux petits oignons. En un petit espace-temps, vous pouvez vous faire des joyaux du cyclisme. Ah là, on ne peut pas tout faire sur les Alpes-Maritimes et le Var, parce qu'il y a tellement de richesses en termes de géologie et de cols, mais on va quand même chercher des cols emblématiques. Vous les voyez, les petites dents à la fin du parcours, là, en rouge, là ? Exactement. Les dents de requin, pour bien finir en beauté. Mais rien que le col de Turini, c'est pour les personnes qui ne l'ont jamais fait encore en vélo, c'est un col extraordinaire par la cabanette, donc on passe vraiment par... Je me demande s'ils n'ont pas fait le Turini, le Tour de France, cette année ? Il me semble qu'ils y sont passés cette année. Ils y vont. Ils y vont. Quand tu le fais en vélo, il y a le panneau Tour de France tout le temps. Il y a le panneau Tour de France. Mais le col Saint-Martin également. Le col Saint-Martin. Alors justement, le col Saint-Martin, on va le retrouver sur le 555. Tiens, c'est un bon enchaînement, ça. Bravo. Le col Saint-Martin, puisque le 555 partira de Valberg, 20% de gravel, plus ou moins 20% de gravel. Col Saint-Martin par les pistes, pas par le bitume. Le col de Bro, c'est ça ? Paul de Bro, on va passer toute la plaine du Var. Tu vas nous dire aussi ce que tu en penses. Le départ du 555, c'est à Valberg aussi. C'est à Valberg aussi. Okay. On passe sur des pistes ONF qu'on n'a pas l'habitude, quand on est monsieur et madame tout le monde, d'emprunter. On va passer sur des pistes stratégiques, voilà, c'est difficile à dire, militaires. Donc là, effectivement, pas grand monde ne passe comme ça. En fait, la magie des Alpes-Maritimes, c'est que entre les routes qui ont été édifiées, il y a des passages de crête sur les fameuses pistes stratégiques, qui sont des anciennes pistes militaires qui permettaient de protéger à la fois le littoral et la frontière, et de surveiller la frontière franco-italienne. Et elles permettent de connecter en réalité les massifs. Donc c'est simple, c'est les 500 plus beaux kilomètres des Alpes-Maritimes sur un gravel. Il y a les plus belles pistes, il y a parmi les plus beaux massifs, et la construction du parcours permet d'avoir des ingrédients qui sont très riches du départ jusqu'à l'arrivée. J'ai tous les souvenirs qui me viennent en tête, et j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à aller regarder la reconnaissance du parcours que j'avais réalisé il y a quelques années, puisque c'est un parcours qui est très proche, qui évolue chaque année en fonction de l'ouverture et des fermetures de pistes, parce que ça demande beaucoup d'entretien, notamment aux opérateurs de l'ONF. Mais j'ai pas encore trouvé beaucoup mieux que ça en termes de condensé d'expérience pour vivre l'intensité des Alpes-Maritimes telle elle doit se vivre sur un gravel, parce que c'est un territoire qui est très exigeant, beaucoup de dénivelé, mais qui vous le rend bien, parce que c'est une expérience sensorielle extraordinaire. Oui, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, on passe aussi par le Colorado niçois, les gorges... de Daluy, oui. De Daluy, voilà. Tout à fait, ça c'est le grand final, juste avant d'arriver à Valberg. Le Colorado niçois, c'est Roche-Rouge. C'est Roche-Rouge. Effectivement, il y en a pas mal dans le coin. Peut-être que on y reviendra un jour, mais avant Théoul, entre Saint-Raphaël et Théoul. Pour le 1000, quand ils vont arriver par le 1000, ils passent par là. C'est magnifique. Tiens, je voulais vous dire, mais peut-être que vous l'avez vu, il y a Céline Cabel qui dit « Les Alpes-Maritimes, un souvenir gravé dans la chair et l'esprit, une expérience juste hors de commun l'an passé. Fier de l'avoir fini, ce qui est plutôt un bel hommage. » Bravo Céline. Et qui demande aussi, Céline, un petit peu plus haut, quand est-ce que les inscriptions ouvrent pour la pasta party, c'est bien, c'est des ultra cyclistes. C'est pas uniquement du vélo. Ils ont déjà faim, ils veulent déjà manger. Ce sera très bientôt, Céline. En tout cas, bravo, parce que l'année dernière, on a eu une édition des Alpes-Maritimes qui était très particulière. Il y a eu beaucoup de pluie, malheureusement. La météo était très difficile. Cette année, on croise les doigts, je pense que ça va être bien meilleur. Il y aura du soleil et on reste à 100% sur les Alpes-Maritimes et le Var. Normalement, on devrait avoir beaucoup de soleil. Info en exclusivité, avant-première, ça sera plein soleil sur le Bikingman Alpes-Maritimes. Madame Météo. On enchaîne. Allez, après les Alpes-Maritimes, place au Bikingman Ora. Ça aussi, ça devient un régulier, le Bikingman Ora. Départ le 20 juillet prochain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours ? Ah, attends, avant de parler de l'Ora, une petite question rapide de Jérémy Beliaev que je vois. Le 555 Alpes-Maritimes est-il différent de l'an passé ? Est-ce que la trace est différente ?
Il est très proche. Il y aura quelques pistes qui vont être modifiées par rapport à la fermeture qui est liée à des travaux, mais il est très proche. Dans l'essence globale du parcours, il est très proche. Donc c'est un 500 bornes, 12 000 mètres de dénivelé positif. On peut retrouver la trace sur le site ? Oui, tout à fait. Il faut simplement aller sur le site Bikingman. Sur la page de la course, il y a un onglet parcours qui permet d'accéder à ce que vous voyez actuellement projeté par le travail merveilleux de Fabrice. Tous ces parcours sont accessibles sur chaque page de course sur le site Bikingman. Juste pour préciser, Cédric, je crois, tu nous le dis Axel, tous les parcours, on peut les retrouver sur le site, sauf le X, par tradition. Cours secret. On va dire 2-3 trucs tout à l'heure, mais non, je sais pas, on va dire... on demandera à Fabrice de couper. Que ça part de Marrakech, voilà, c'est tout. On l'a dit. Après le reste, vous découvrirez au briefing. J'en profite pour vous faire un rappel à vous qui nous regardez. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et interagir avec nous. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, on continue de parler du parcours. Donc on le disait, Bikingman Aura, départ le 20 juillet prochain. Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh ben, on part comme l'an dernier de Villard-de-Lans. Donc dans le Vercors. Dans le Vercors. Donc mais qui ne connaîtraient peut-être pas la station et le massif. Donc le départ plus l'arrivée, bon, ça sera une bonne partie dans le Vercors. Ensuite, au départ, une fois qu'on est passé en dessous de Valence, on s'en va sur les monts de l'Ardèche. On va aller faire un clin d'œil à Beaumont-les-Valences, à Cyril. À Beaumont-les-Valences, Cyril, monsieur le maire. Beaumont-les-Valences, ancien départ du Bikingman. On passe dans les monts d'Aubrac. Il ne faudra pas s'arrêter trop pour manger la bonne viande d'Aubrac, le Salers. On arrive sur les monts d'Auvergne, le Puy-Marie, le mythique Puy-Marie. On redescend vers le Puy-en-Velay. Cette année, on n'ira pas vers le Grand Colombier. On descend vers le Puy-en-Velay. Et puis on retrouve au-dessus de Romans-sur-Isère, on retrouve le Vercors. Et on termine. D'ailleurs, ce dernier tronçon, si je peux me permettre, Jérôme, ce dernier tronçon là dans la plaine là sur Romans-sur-Isère est très difficile parce qu'il fait chaud. On voit que c'est la petite cuvette sur le parcours là avec le profil que Fabrice nous a projeté. On se dit bon, c'est de la récup, ça va. Alors qu'en fait, c'est vraiment une zone qui est très très difficile. La cuvette, c'est au milieu du parcours là, à peu près. Non, c'est sur la fin. Sur la fin de la cuvette de la fin. Juste avant là, on voit que ça redescend et qu'on arrive dans la cuvette là, juste avant Romans-sur-Isère, pour ensuite attaquer le grand final dans le Vercors. Cette partie-là, elle est sur le papier plus facile que ce qu'elle est réellement dans la réalité pour les participants. Puisqu'à ce moment-là, en général, on a déjà 800 bornes dans les jambes. Ils sont totalement cramés. Donc on est cramé. Donc chaque ascension, on paye le prix. Donc voilà pour le parcours du 1000. Et il y aura évidemment, comme on vous l'a dit depuis le début, un 555 Aura aussi qui sera enchaîné. Donc, c'est quoi la proportion route et gravel sur le 555 Alors, sur le 555, on a 20% de gravel. Donc, on a principalement, et c'est, je ne sais plus si c'est pour terminer, mais le col de où il y a la Combe-Laval, là où on a les gros... Le col de la machine. Le col de la machine, qui n'a pas que le nom de la machine. Il faut y aller. Il faut mettre les jambes là pour monter. Il faut être une vraie machine. Axel, tu as l'habitude de dire que c'est l'escape game, vous savez tous que c'est un escape game, du Vercors. Il faut en sortir, en fait. C'est comme ça que j'aime bien le définir. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. C'est un parcours, quand on le voit comme ça sur la carte, qui paraît impossible à réaliser, parce qu'en fait, on fait vraiment le tour du massif, ça ressemble même à un papillon. Mais c'est clairement un escape game, dans le sens où, quand on est dedans, déjà, ça permet de se rendre compte à quel point le massif du Vercors est vaste. Et à quel point il y a une variété de pistes et de routes secondaires qui est extraordinaire, parce que c'est un massif d'altitude qui est fabuleux à explorer en gravel. Et le gravel, ce vélo avec les pneus larges, permet de pouvoir redécouvrir ce massif, puisqu'on connecte encore une fois des endroits qui sont inconnectables autrement qu'avec un vélo gravel. Et je vous ai parlé du 555 Aura, mais le vrai nom c'est 555 Vercors. Oui, parce que le 1000 s'appelle Aura, puisqu'on traverse la quasi-totalité des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le 500 est focalisé sur les 2 départements qui constituent le Vercors. Question d'Olivier de là derrière, puisqu'on est sur l'Aura. J'ai 54 ans, j'ai réussi 2 Paris-Brest en 70 heures, je suis inscrit à l'Aura. Comment et quoi adapter, sachant que c'est 220 bornes de moins qu'un Paris-Brest et 7000 de dénivelé positif en plus? Alors, c'est beaucoup plus dur le Bikingman, il faut aller beaucoup plus lentement. Paris-Brest-Paris, ça roule beaucoup plus vite généralement, ça roule en groupe.
Là, c'est en solitaire. Donc, le seul conseil que je peux donner à Olivier, c'est de pédaler en dedans. Il connaît bien s'il a fait le Paris-Brest-Paris, parce qu'il a dû passer par tous les brevets, les BRM, les brevets des randonneurs mondiaux. Donc, il en a fait plusieurs. Il faut vraiment pédaler en dedans. Donc, l'inverse des BRM, parce que parfois, les BRM, ça roule très vite. C'est le seul conseil que je peux lui donner. Tout à gauche. On ralentit. Tranquille. Allez, on enchaîne avec les parcours. Direction maintenant le Biking Man Maroc. Biking Man X. Donc le Biking Man X, on vous rappelle le concept, c'est un parcours secret. Vous ne le connaissez que le jour du départ. Donc c'est le départ le 14 septembre prochain. Donc là, on arrive à l'avant-dernière course de la saison. Le Biking Man X, alors vu que le parcours est secret, qu'est-ce que tu vas bien me raconter, Jérôme? Alors, le parcours est secret, donc on part de Marrakech, on arrive à Marrakech. Donc ça, c'est pas un secret. Ça, c'est pas un secret. Tout le monde le sait. On a 3 CP, hein. C'est devenu maintenant quelque chose de commun, on va dire, sur les 1000. On a 3 CP. On a 30% gravel. On sera évidemment sur le Haut Atlas, hein, donc tout le monde connaît, tout le monde a envie de le découvrir pour ceux qui n'y ont jamais été. On est en haute altitude. On a des sommets, on va monter à plus de 2000 par moment, donc il va falloir récupérer l'oxygène, aller oxygéner les poumons. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le parcours est 100% différent des années précédentes. Ça sera la 3e édition, je crois. C'est la 3e édition au Maroc. Ça sera donc 100% différent. Donc voilà ce ce qu'on qu'on peut dire. C'est une nouveauté dire. de 2025. Parcours totalement neuf. 100% différent. Mais qui Départ part quand même arrivé de Marrakech. mais après on va explorer des cols et des pistes, puisque le Maroc est en train de vivre une transformation extraordinaire en termes d'aménagement routier. Il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être asphaltées, donc c'est pas facile d'arriver à trouver des pistes où on peut passer en gravel. Et chaque année, on va travailler avec Didier, avec David, pour trouver des pistes sur place qui permettent de pouvoir mixer cette expérience de route secondaire et de pistes pour relier les villages. Donc là, on est quasiment à 100% sur un parcours différent. Ouais. Jérôme, tu connais un peu le pourcentage entre route et gravel? Alors, on a, je Le crois, Maroc, on au a Maroc, à peu près 30%, hein, plus ou moins 30% de gravel. Donc vraiment, c'est sur les 1000 en général, il n'y a pas de gravel ou peu. Oui. Là, on est vraiment 30%, c'est-à-dire que c'est quand même important. Il faut avoir des vélos et des hommes et femmes qui sont bien préparés, parce que 30%, c'est un tiers du parcours qui est en gravel. C'est un tiers, mais on passe beaucoup plus de temps sur le gravel. En termes de temps passé sur le vélo, c'est Parce pas qu'on progresse beaucoup plus lentement sur le gravel. Exactement, on progresse beaucoup plus lentement. Donc le réflexe de se dire je vais être rapide sur les 70% et lent sur les 30%, c'est bon, ça joue par rapport à ma planification d'épreuve. Il faut plutôt prendre beaucoup de marge sur le gravel pour se dire qu'on va finalement mettre beaucoup plus de temps en termes de progression sur les pistes. Parce que du coup, j'imagine que ça change totalement la perception. À la fin, on a l'impression d'avoir fait moitié-moitié gravel et route. Exactement. Alors oui, que, la sensation de perçu, tu as raison, c'est plus ça. factuellement, C'est-à-dire que, en fait, tu vas avoir l'impression de passer quasiment tout le temps sur le gravel. Et encore une fois, des habitants tellement accueillants qui vont vous accueillir chez eux, qui vont vous faire dormir si vous avez besoin, qui vont vous donner à manger. Et puis le pays, ne vous inquiétez pas là-dessus. Le pays de la lumière. Pays de la Il y lumière. a des lumières extraordinaires dans ce Vous pays. les avez couchers vus un de- peu sur les Des images, couchers de j'espère. soleil. Des levées de soleil, des couchers de soleil, des ambiances lumineuses avec la géologie des lieux, la construction des villages, l'Atlas qui reflète des lumières. C'est un kaléidoscope, ce territoire. Et chaque année, j'ai un immense plaisir à retourner dans ces montagnes dans lesquelles j'étais allé à vélo explorer en 2013. On nous demande le dénivelé sur le Maroc, le D+. On est à... Guillaume l'a petit peu demandé, je dis bien joué, parce que Guillaume, c'est un habitué en plus. C'est un malin, le Guillaume. Il y a moins de 30 000. Moins de 30 000 Allez. et plus de 5 000. Voilà. Pas mal celle-là, pas mal. Le départ à Marrakech, ça sera toujours à l'Oasis Lodge. Tout Ça, à c'est fait. une question de spécialiste posée par Frédéric Monet. Oui, exactement. C'est à l'Oasis Lodge, dans cet écrin de nature, à quelques encablures du centre-ville de Marrakech. Et on est vraiment dans une oasis. C'est un espace où il n'y a absolument aucun bruit qui permet de se ressourcer avant de partir à l'assaut de l'Atlas. Magnifique endroit pour se ressourcer et ensuite se reposer, évidemment, après le Biking Man X. Alors là, on va parler d'une nouveauté, puisqu'il y aura ensuite, après le 1000, le 555 Maroc. Exactement. Nouveauté. Alors le parcours, Jérôme, Alors, on va nous en parler. J'en profite pour poser une question, d'ailleurs, qu'on nous a posée tout à l'heure de Julien Cobarus. Sur les 555, donc là, il nous posait une question sur le Vercors, mais j'imagine que c'est la règle pour tous les 555. Combien il y a de CP? Alors cette information, elle est importante et il fait bien de la poser, Julien. Sur chacune des pages de cours, vous avez le nombre de points de contrôle qui sont organisés sur les épreuves. Sur le Vercors, il y a un seul point de contrôle, c'est à la Chapelle en Vercors. Et sur les Alpes-Maritimes également. Il n'y a que le Biking Man
555 Corsica et le 555 du Maroc où nous avons 2 points de contrôle. Très bien. Alors, le parcours du 555 Maroc, Jérôme. Alors, le Est-ce que parcours... tu as quelques infos? J'ai quelques infos. J'ai été gratté, j'ai été séquestré, Axel Carion, pour qu'il m'en dise plus. On sera sur le sud de Marrakech, le sud du Haut Atlas. On va passer sur le plus haut col du Maroc, Axel. Tu vas nous dire peut-être à combien il est. Il a plus de 3000, non? Il a plus de 3000, ouais, c'est il a plus de 3000. C'est le col Oukaïemden. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est l'ancienne station de ski pour les personnes qui connaissent un peu l'Atlas. C'est un endroit plus de 3000. Où il y avait une station. On est un parcours rapide, tu le dis. Alors ça dépend pour qui. On va passer dans la vallée secrète de Zat, Z-A-T. Vous pouvez regarder. On a 40% de gravel du coup. Alors là, voilà. Mais tous ceux qui vont s'y inscrire et tous ceux qui vont terminer seront des vaillants combattants d'avoir fait ce parcours avec ce plus haut col du Maroc. Ça a l'air facile sur la fin, là, j'ai vu, là. Il y a beaucoup de dénivelé. Sur le papier, même dans les jambes, parce que j'ai fait la reconnaissance il y a quelques temps avec les équipes Biking Man, c'est un 500 qui est pas très difficile. Ça se veut vraiment comme un préambule, une entrée en matière sur le X. Parce que le Maroc, c'est comme le Pérou, j'aime bien décrire ces deux pays de la même manière. Il y a un moment avant et un moment après, en termes d'exploration, de voyage à vélo et d'épreuves d'ultra-distance. Le 500, il est pensé pour pouvoir amener les gens qui ne connaissent pas le gravel au Maroc, qui ne connaissent pas le contexte du pays, l'altitude, l'Atlas, quelque part se former, apprendre et découvrir les ingrédients pour ensuite se lancer sur le 1000, qui peut paraître effrayant puisque le parcours est inconnu jusqu'à la veille du départ. Là, le 500, le parcours est connu, il est public et on n'a pas beaucoup de dénivelé. On a 9000 mètres de dénivelé positif au total sur les 500 bornes, donc ça en fait un des 500 les plus faciles de la série 2025. Il y a plus de gravel en proportion que sur les 500 qu'on organise en Europe. En revanche, ça roule quand même globalement assez rapidement. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu la courbe d'élévation du parcours. Globalement, ça se résume par une ascension jusqu'à l'Oukaïemden. Ensuite, on a pas mal de bosses dans l'Atlas avec beaucoup de portions de piste. Et une fois que l'on bascule et qu'on sort de l'Atlas pour arriver sur les hauts plateaux de Marrakech, là, c'est des pistes très très rapides, rocailleuses, caillouteuses, qui permettent de pouvoir prendre beaucoup de vitesse, notamment dans les champs d'olivraies. Donc c'est un parcours qui se veut vraiment une entrée en matière pour découvrir ce pays extraordinaire qui est le Maroc. Et c'est extraordinaire, c'est le mot juste pour le Maroc. Allez, je vous propose d'enchaîner avec la dernière course de la saison 2025, la grande finale, donc on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, au Brésil. Donc on va regarder là aussi le parcours. Là, si j'ai bien compris Axel, c'est ici que tout va se jouer normalement pour ceux qui visent la victoire du championnat du monde 2025 et pour prendre la relève de Grégory Cassini, qui est le champion en titre. Donc, en quelques mots, Jérôme, le parcours. Quelques mots très rapides. Donc, on est sur le 1000 km. C'est la finale dans la région d'Orléans. Donc, il y a une ville qui s'appelle Orléans. Le même nom que la ville française. Même nom que la ville française. On a un climat tropical. On fait un petit passage en bord de mer, en bord d'océan. Donc, un passage océanique. Donc, un parcours très varié. Toi, tu dis, Axel, que c'est le Dakar du vélo. Pour moi, le Brésil, c'est clairement l'étape du Dakar, parce qu'il y a des ambiances à la fois conditions climatiques qui sont spécifiques au Brésil. Il y a une typologie de gravel, là c'est plus pour les techniciens, les gens qui ont l'habitude de faire du gravel qui est particulier. Il y a une proportion de pistes également qui est assez importante parce qu'on a plus de 40% sur ce parcours. Et puis il y a surtout le contexte d'être aux côtés des athlètes sud-américains. Cédric le connaît bien, moi aussi. Il y a vraiment une ambiance, une chaleur qui est particulière. Le Brésil, unique au monde. C'est unique. C'est vraiment se retrouver dans ce cadre à la fois exubérant en termes de végétation verticale, en termes de géologie, puisque, comme on le voyait tout à l'heure sur le profil d'élévation, on est très rarement sous les 1000 mètres d'altitude. Mais voilà, il y a un cocktail qui va, je pense, faire de cette finale une finale extraordinaire. Et je suis heureux de pouvoir offrir à Vinicius la clôture du championnat, puisque, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Cédric, je pense que tous les enjeux vont se jouer sur le Brésil, parce qu'on a beaucoup de Brésiliens engagés sur le Maroc qui viennent essayer de gagner des points, de marquer des points, et pour après se jouer quelque part de la finale sur le Brésil. Moi, normalement, j'espère d'ailleurs être sur le départ. J'espère être sur le vélo, parce que le Brésil, je l'ai fait 2 fois. Et le parcours, je l'ai fait 4 fois. Ça, c'est un nouveau parcours, le 1000 km, il faut le rappeler. On a fait pendant plusieurs années un 1000 bornes dans la région de Sao Paulo. Là, c'est la première fois qu'on a un 1000 bornes dans le sud du Brésil, à côté de Florianópolis.
Donc j'ai hâte de me frotter à cette race que je ne connais pas, parce que je n'ai pas fait la reconnaissance de ce parcours. Il n'y a que le directeur de course brésilien qui l'a faite. Ami Je pense cycliste. que je vais aller, Voulez-vous je vais frotter aller casser du Axel caillou Carion et ça va être l'occasion d'aller se frotter aux Brésiliens, parce qu'il y a un niveau également qui est très élevé. Et j'ai hâte d'être sur cette finale. Amis cyclistes, j'espère que vous aurez la chance de découvrir le Brésil, parce que ce voyage-là, vous vous en souviendrez toute votre vie. Et ça, Giorgio, notre célèbre cycliste du Biking pourra vous en parler. Allez, on arrive dans les dernières minutes. Je vous propose de finir avec des questions du tac au tac qui ont défilé tout à l'heure. Je commence, si tu en as une, Jérôme, n'hésite pas. Il y avait le Scadi l'Espagne, parce qu'il nous apparaît. Alors, Biking Euskadi, est-ce que ça reviendra? Alors actuellement, on a laissé quelque part de la place dans le championnat avec le Brésil, qui s'est Réponse déroulé. tac au tac. On espère. Après, la fenêtre météo sur Euskadi, sur le Pays Basque, n'est pas facile. Et puis, il faut qu'elle Donc, colle en termes de indécis. calendrier. Mariano Munoz nous avait demandé un Biking Espagne un jour. Il nous faut une trace. Il faut quelque chose d'au moins aussi beau qu'en France. Ok. Quoi dans les Pyrénées? Eh bien, je le mets au défi. Envoyez-nous une trace et on regarde. Jean-Michel. Quelque chose d'extraordinaire. Ok, donc il faut commencer par la trace. Tout Ok. à fait. Donc Jean-Michel Médori nous avait demandé est-ce qu'il y aura la possibilité de faire un classement par âge, comme ça existe en Fédération française de cyclisme? Eh bien, là, cette année, on va avoir Des catégories, quoi. on va avoir 1300 participants sur le championnat. En fonction du nombre, peut-être. Il y a quoi comme classement aujourd'hui? Il y a hommes, femmes et pères? Ah, il va y avoir des surprises là-dessus. Ah. J'en dis pas plus, mais on va avoir quelques nouveautés sur 2025. Actuellement, le classement pour la série, c'est le premier homme, première femme et première paire. Il y a un classement général avec un système de chronométrage d'ailleurs qui est accessible. Vous pouvez, si vous êtes fan des statistiques, aller sur le site Bikingman et consulter toutes les statistiques, regarder les classements précédents, combien de personnes ont terminé. Là-dessus, il y a David de mon équipe qui a beaucoup œuvré pour pouvoir rendre disponibles toutes ces statistiques. Mais il va y avoir une nouveauté en 2025, j'en dis pas plus, sur le classement général. Question de Marie-Laure. Est-ce que le gravel du Maroc 555 est engagé? Pas du tout. Le gravel au Maroc est très très bien taillé, entre guillemets, puisque les Marocains travaillent les pistes. En ce moment, ils sont en train, encore une fois, de préparer les pistes à être asphaltées. Donc, c'est des pistes, au contraire, très roulantes. Il n'y a quasiment aucune portion qui est engagée. C'est de la piste carrossable. On est très loin des pistes de montagne défoncées. Il n'y a pas de single. C'est du gravel sur de la piste où passent des 4x4 avec peu de cailloux. Et c'est une expérience. J'invite d'ailleurs Marie-Laure à aller regarder la vidéo de reconnaissance du parcours pour se rendre compte de tout ça. Mais c'est un de gravel Loris. globalement facile. Nouvelle question. Biking Colombie. América del Sur. J'y ai passé un peu de temps, ça fait quelques années qu'on y travaille, mais je ne désespère pas. On espère un jour que la Colombie va rejoindre le championnat. Il suffit de regarder les expéditions à longueur d'année d'Axel Carion et Ça vous donne des indices en général. Et vous savez À la peut-être- Colombie, il y a des ingrédients qui sont extraordinaires. Il y a la topographie, il y a les gens, il y a le climat, il y a le caractère pittoresque, Ouais. il y a tout. Je te laisse poser la question, Jérôme, vas-y. Une question qui nous vient Des grands fans. du nord de la région parisienne. À quand le retour au Portugal, Portugal. Paro ou ailleurs? Eh bien, le Portugal, c'est vrai qu'on a organisé une épreuve pendant plusieurs années là-bas qui est magnifique dans le sud du Portugal. Il faudrait qu'on change de région. Pourquoi pas le Nord? Allez dans le nord. Pourquoi pas le nord? Je suis un connaisseur et il y a du dénivelé dans le Nord. C'est de la montagne. Hein. On n'est pas loin de la Galice. Le Portugal n'est jamais loin. Il est toujours présent dans le championnat C'est presque Bikingman. l'heure de se séparer. On nous Ouais, c'est l'heure. parle d'un Bikingman Canada un jour. C'est l'heure, c'est l'heure. Ah, c'est pareil, il nous faut Allez, des je vous traces, donne il du nous faut rab. des idées. Donnez-nous des idées. Allez, je vous donne du rab, les amis. C'est vos derniers instants sur le chat. Après, on va mettre fin à l'émission. Si vous avez d'ultimes questions pour Axel ou pour Jérôme, Ou pour c'est le Cédric. moment. Moi, je peux vous répondre avec les éléments que j'ai, mais j'ai pas de secret cette année. On a quand même... allez, je vous en cherche une petite. Loris Loris qui est content. Il a envie d'aller en Colombie. Et Loris, si tu poses des questions, c'est pour t'inscrire. C'est la course existe. Hein. Oui, il est inscrit. Je Loris surveillerai. Hein. Il est inscrit, Loris. Loris, Oui, il vient en cette Corse. année? Il vient en Corse. Il vient en Corse. Super. Horaire de départ au rat, tiens. Bah, c'est comme les autres. C'est hein, pour les 1000 km, c'est toujours la même c'est règle. Dimanche midi, c'est ça? C'est milieu de journée, ouais. Dimanche, 12h00. Départ du Maquis-Man. Bon. Le 1000, c'est toujours Après comme un ça. bon repas. Le Viking du Maquis, qui est de retour. Un Biking-Man en Europe du Nord un jour. Ah, il y a des gens, il y a des informateurs bien informés pour je sais paraphraser C'est quelqu'un que j'écoute de temps en temps dans les médias. Je sais pas qui est ce. Il y a un informateur bien informé, ce peut-être. Viking. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. De ouais, toute façon,
on spécule, mais le calendrier du 2025, il ne bougera plus maintenant. Il n'y aura Tout pas de à nouvelles fait. épreuves. Tout à fait. Mais il réfléchit Il faut que déjà j'arrive à au dormir. 2026. Vous savez que Ouais. j'ai un fils avec Barbara, ma chère et tendre compagne. Je fais beaucoup de voyages. Cette année, je vais aller traverser les États-Unis de nouveau. Il faut que je puisse prendre le temps de pouvoir construire toutes ces épreuves. Donc voilà, il vous reste quelques mois, les amis, pour spéculer, influencer. pour un peu 2026, avec il va y avoir des nouveautés, ça c'est sûr. Mais 2025, 2026. il y a déjà beaucoup d'ingrédients qui sont extraordinaires entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe, et même les parcours, parce que c'est le plus beau dans la longue distance et dans le voyage, puisque je le rappelle, le Bikingman, au-delà du championnat, au-delà de la série mondiale, c'est la plus belle école du voyage à vélo. La majorité des gens qui viennent dans ce format, c'est pour explorer des territoires. Quoi de plus beau que de revenir dans un territoire et d'être en capacité de pouvoir De le redécouvrir. pouvoir s'émerveiller de nouveau. Je rêverais de pouvoir faire la Corse. Malheureusement, il y a trop de participants engagés. Je serai en direction de course. Mais quand on est capable de revenir dans un endroit et d'éprouver le même plaisir, la même stupéfaction sur la beauté, c'est que quelque part, on a appris quelque chose qu'on cherche à vous partager avec le Bikingman, qui est cette école du voyage à vélo. Alors le Viking, c'est un Viking qui a fait une demande de fiançailles sur un Bikingman. Ah, sur la Corse. Pas qui Donc sait. ça vous donnera son Sur la identité Corse, pour quand ceux le qui mariage. connaissent. Il m'en avait parlé, je m'en souviens très bien, parce qu'on l'avait croisé. Je l'avais croisé pas très loin de la station de ski de Ghisoni, Donc voilà, à il se passe- Ghisone, et qui m'avait demandé si c'était possible qu'il fasse sa demande de mémoire sur le village. Malheureusement, moi j'étais encore sur le terrain dans la voiture, mais j'avais Jacques, mon père, qui était sur place et qui a pu immortaliser sa demande. Il se passe des événements parfois surprenants sur le Bikingman. Et j'en conclurai donc par les derniers mots de la fin pour le père Horus. Jean-Marc Horus, notre Race Angel. Hein, je ne vais pas dire préféré parce que je vais faire des jaloux, mais je l'aime beaucoup, Jean-Marc. Donc, qui nous dit quelle frustration, tant de questions répondues par, j'ouvre les guillemets, surprise. Mais c'est ça, venez sur le Bikingman et vous aurez les réponses. C'est aussi simple que ça. Allez, je vous laisse, les amis. On vous laisse même. Donc, merci Axel, merci Jérôme, Merci à merci toi. Fabrice derrière Pour la la caméra réalisation. d'avoir rendu cette émission techniquement possible. Merci à vous tous d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir suivis. Donc, restez connectés sur les réseaux sociaux du Bikingman, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit la newsletter, que ce soit YouTube, évidemment, puisque tout ce qu'on vient d'évoquer, vous pouvez retrouver sur YouTube, la chaîne des vidéos de présentation des parcours pour avoir un peu plus d'images, un peu plus d'infos, le site bikingman.com pour découvrir tous les parcours, toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir quels sont les horaires de départ, quels sont les lieux de départ, quelle est la trace, toutes ces petites questions, vous pouvez avoir ces réponses sur le site du Bikingman, voire même d'harceler Axel sur le chat du site bikingman.com. Ou en posant des questions sur la vidéo, Ou en puisqu'elle va posant des vivre. questions. Elle va rester en ligne jusqu'à la fin de l'année. S'il y a des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre avec David pour à la fois vous donner envie de venir peut-être un jour sur le Bikingman, mais il faut se préparer pour l'imprévisible. Hein. Des fois, poser trop de questions, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Salutations d'ailleurs à David, photographe, à Didier, Race Angel préféré aussi, qui font partie de l'organisation. Merci à vous les amis et rendez-vous donc sur les routes pour la nouvelle saison du Bikingman 2025.